Bonjour et bienvenue dans le podcast Calcio Espresso, le football torréfié en français de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canal à Milan et j'accueille comme chaque semaine ma consoeur et amie dans ce projet, Valentina Clemente, qui est à Pérouse. Bonjour Valentina. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Cette semaine, on revient comme promis sur la géopolitique et on va affronter des thématiques liées à la Coupe du Monde à travers certaines éditions particulières. Et pour cela, nous avons deux invités. Nous accueillons Kevin Vessia, créateur du Football Club Géopolitique, un site internet qui est également un compte Twitter et qui décrypte les liens entre le football et la géopolitique. Et nous sommes heureux de ce troisième numéro ensemble cette saison. Bonjour Kevin. Bonjour à tous, merci encore de l'invitation. Et nous retrouvons aussi Federico Casotti, journaliste, producteur exécutif pour DAZN, qui était avec nous il y a 2 semaines pour parler de sa thèse traitant du football comme fait social et de son rôle dans l'intégration des migrants. Un 20e numéro à retrouver sur notre site avec les liens de sa thèse. Bonjour Federico. Bonjour Valentina, bonjour Cédric, Kevin, bonjour à tous et merci pour m'appeler une deuxième fois. On est bien content. Et donc nous avons décidé de faire des zooms sur des matchs précis pour montrer que le football est influencé par la géopolitique ou même parfois l'inverse, qu'il l'influence. Alors les travaux de Kevin sur son site et de Federico dans sa thèse nous ont particulièrement inspiré ces arrêts précis dans le passé. Et on va pouvoir commencer tout de suite, Valentina, avec le Mondial 74 que l'on a évoqué avec Federico et notamment 2 matchs de la RFA ayant affiché les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale et surtout un match historique et même unique dans l'histoire du foot. Oui, tout à fait, Cédric, parce que cette rencontre, c'était la première confrontation majeure entre les deux équipes. Il y a eu un petit avant-goût, si on peut dire comme ça, 2 ans avant dans les Jeux Olympiques à Monaco, mais c'était dans l'équipe, on peut dire des jeunes, ils n'étaient pas des professionnels normalement. Aussi, si l'Allemagne de l'Est, il avait quand même ses pros parce qu'ils n'existaient pas les statuts des professionnels quand ils étaient joueurs à l'époque. C'était une situation assez particulière, donc voilà. Mais à part ça, on revient sur les matchs dont on parle du Mondial 74, qui s'est terminé avec la victoire de la sous-côté Allemagne de l'Est grâce à un but de Jürgen Sparwasser. J'espère l'avoir bien dit. Un résultat qui allait bien au-delà du contexte sportif, car les 2 équipes étaient déjà qualifiées. Mais là, sur le terrain, il y avait un seul résultat possible, la victoire. N'est-ce pas, Federico? Oui, il était un match avec une importance très très supérieure de le simple résultat du foot. Par exemple, le but de Jürgen Sparwasser a apporté Sparwasser à devenir une figure, on peut dire, liminale. D'une part, l'héros du peuple pour l'Allemagne d'Est, les bons copains, les bons compagnons, architectes d'un succès si symbolique. De l'autre, le symbole du footballeur robot, comme l'Allemagne d'Est a été perçue par l'Allemagne d'Ouest, par tout le foot, tout le monde occidental. Ce n'est pas quelque chose seulement de foot, mais de tous les sports compris, parce que si nous pensons à l'Allemagne d'Est, à la DDR, dans les Jeux Olympiques, il y avait sa perception du athlète robot. Le but de Sparwasser est devenu si emblématique que la question « Où étiez-vous quand il a marqué Sparwasser ?» Je ne peux pas le dire en allemand, mais même en italien, je peux le dire. Mais sa question a entré dans la langue commune de l'Allemagne d'Est et de l'Allemagne d'Ouest. De la même manière que les dates mémorables de l'histoire, comme l'assassination de JFK ou le débarquement dans la Lune, ces choses-là, ça a démontré comme ce match a été si important pour les 2 Allemagnes de la même façon. Je ne sais pas si toi, Kevin, tu veux ajouter quelque chose, ton point de vue dans tout cela. C'est vrai que ce que disait Federico, c'était intéressant. Après, le match, il intervenait un peu dans un contexte, comment dire, où les relations entre la RDA et la RFA allaient de mieux en mieux parce qu'il y avait Willy Brandt au niveau
de la RFA qui était le nouveau chancelier et qui avait mis en place une politique, une hoste politique pour notamment déjà reconnaître la RDA en tant que telle. Et donc après, bon, c'est vrai qu'il y a eu ce match et ce match, on a pu voir les tensions qu'il y avait toujours entre ces deux Allemagnes-là. Et oui, j'aurais pu rajouter aussi qu'il y avait un peu une suspicion que la RFA ait perdu ce match parce qu'une fois qu'ils ont perdu le match, ils étaient redistribués dans un deuxième groupe et c'était un groupe jugé plus facile. Mais bon, après, suivant les commentateurs des footballeurs de la RFA de l'époque, ils ont dit non, on s'est en fait cueillir à froid. On pensait qu'on allait gagner la RDA parce que ils avaient une équipe moins forte. Et puis après, justement, après cette défaite, l'équipe de RFA a été totalement remaniée et la Mannschaft, après, a pu aller vers son sacre de la Coupe du Monde 1974. Et pour l'équipe de la RDA, c'est principalement son seul fait d'armes. Après, ils ont gagné un tournoi olympique, je crois, en 76. Mais là Ouais. encore, c'est au niveau des sélections jeunes, quoi. Donc, ils n'ont pas eu de grands moments. C'était vraiment cette époque-là où la RDA, au niveau du football, ils étaient bien en avant au niveau du football mondial et européen parce qu'ils avaient aussi gagné une Coupe d'Europe avec le FC Magdebourg. C'était l'une des premières compétitions remportées par le football est-allemand. Donc c'était vraiment 74 l'année du football est-allemand, mais ça a très vite ensuite déchanté par la suite. Et justement, pour continuer dans cette histoire que c'est passionnant des mondiales 74, on arrive à la finale et on retrouve justement la RFA contre les Pays-Bas. Une confrontation qui ramenait avec soi des souvenirs pas très positifs de la Seconde Guerre mondiale et dont les résultats aient plusieurs lectures, Federico. Oui, il y avait un conflit extrasportif encore très fraîche, car ils ont passé seulement 30 ans depuis la fin de la guerre. Par exemple, le mariage de l'héritière du trône, Béatrice, avec un diplomate allemand, anciennement part de l'Hitlerjugend et de la Wehrmacht. Il a été la très connue protestation de bicyclette. Donne-moi ma vélo, car les Allemands ont pris tous les vélos des gens du Pays-Bas pendant de l'occupation. Et il a été une atmosphère très, très tendue dans ces finales. Par exemple, un joueur de l'équipe du Pays-Bas, comme Wim van Hanegem, l'un des joueurs les plus représentatifs de l'équipe, il est né en 1942, en pleine guerre. Et il a dit, chaque fois que je joue contre les Allemands, j'ai des problèmes avec la guerre, car 80% de ma famille est morte de cette guerre en raison de l'occupation des Allemands. Pour lui, il n'était pas seulement un match de foot, mais une question personnelle. Et le douleur, la déception pour ne pas gagner la finale a été amplifié, multiplié par le douleur de sa mémoire, de sa souvenir de la guerre contre les Allemands. On peut remonter encore un petit peu plus dans le temps, si vous êtes d'accord, revenir un petit peu plus en arrière. Alors, peut-être pas s'intéresser à un match en particulier, mais un cas avant la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément dans cette période de l'entre-deux-guerres, le mondial 1934, qui a donc été organisé en Italie. Donc déjà, Mussolini obtient l'organisation en 1932 afin de faire la promotion du régime. Il n'était pas particulièrement attiré par le football, mais il s'est laissé convaincre pour organiser cette vitrine mondiale. Et la FIFA, de son côté, qui en était à sa deuxième édition seulement, puisqu'on peut rappeler que la première avait eu lieu en 1930 en Uruguay avec certains pays européens qui n'avaient pas fait de déplacement, donc qui cherchaient à développer cette Coupe du Monde, et bien avait un petit peu fermé les yeux sur la question politique pour s'installer en Italie, Kevin. Oui, tout à fait, oui. C'était l'objectif recherché par la FIFA. Ils recherchaient un pays déjà européen pour qu'il y ait plus de sélections nationales qui participent à leur compétition. Et aussi, ils cherchaient un pays qui mettait vraiment les moyens au niveau des infrastructures, des stades, et au niveau de la télédiffusion et au niveau de la radio, de la diffusion, pour que cet événement soit vraiment un événement mondial, que ça fasse vraiment une Coupe du Monde. Effectivement, comme tu le disais, Cédric, au début, Mussolini n'était pas vraiment un fan de football. Après, il a toujours mis en scène un peu son côté genre athlétique, premier sportif d'Italie.
Et c'est vrai qu'il n'est pas grand fan de football, mais il avait toujours un peu cette appétence pour ce côté stade, ce côté foule. Et il s'est dit, ça peut être effectivement un bon levier pour, montrer qu'entre guillemets, l'Italie va bien sous le régime fasciste que je suis en train de mettre en place. Et aussi de montrer qu'il y a des bonnes infrastructures, que la foule est là et qu'elle soutient Mussolini et du coup sa politique. Donc cerise sur le gâteau avec cette Coupe du Monde 1934, c'est l'Italie qui va gagner. Donc là, ça fait coup double, ça fait organisation plus victoire. Donc ça légitime d'autant plus le régime politique de Mussolini. C'est quasiment une victoire sportive et politique. Et la FIFA, elle, va pas trop regarder comment est instrumentalisée cette compétition, parce que pour elle, l'important, c'est vraiment, elle est encore dans le discours, le sport est apolitique, et c'est l'objectif aussi. C'était, entre guillemets, d'avoir une compétition très suivie et très mondiale pour concurrencer les Jeux Olympiques. C'était notamment à cette période où il y a une séparation entre le football et les Jeux Olympiques. Et en gros, ils se sont dit, la FIFA, on est assez fort pour organiser un événement mondial du standing des Jeux Olympiques. Donc, on va faire notre propre Coupe du Monde du football. Et Mussolini leur a servi un grand événement sur un plateau. Et c'était la victoire de l'Italie au final. Donc l'Italie qui gagne la compétition avec pas mal de polémiques arbitrage à partir des quarts de finale contre l'Espagne, aussi en demi-finale contre l'Autriche, la finale contre la Tchécoslovaquie aussi. On disait même que Mussolini était un petit peu le président de la FIFA pendant cette compétition, à tel point il mettait la pression, Kevin. Oui, c'est ça, oui. Et puis, je n'ai pas trop évoqué, j'étais plus dans l'aspect politique que dans l'aspect terrain, mais c'est vrai qu'il y avait un peu des suspicions davantage au niveau de l'arbitrage. Donc, c'est vrai que, comme tu l'as dit, si Mussolini était le président officieux de la FIFA, ça le faisait quand même mieux d'organiser la compétition et de la gagner par la suite. Mais bon, on va voir que finalement, l'Italie était quand même une équipe relativement forte de l'époque, puisqu'ils vont gagner 4 ans plus tard la Coupe du Monde en France. Donc même s'ils ont eu effectivement des avantages, il y avait quand même des grands joueurs de l'époque qui ont pu permettre d'obtenir ce sacre-là. Mais oui, c'est effectivement, Mussolini a bien joué au niveau politique et sportif pour que son Italie gagne cette Coupe du Monde. Valentina et Federico, quel poids justement a dans la société cette première des 4 étoiles de l'Italie ? Alors que Mussolini, encore aujourd'hui, est un sujet vraiment délicat dans la société. Il est encore sujet de livres qui marchent bien. Puis on a vu, par exemple, son petit-fils à la Lazio qui suffit que son nom soit associé et tout de suite, ça déclenche une polémique. Donc, qu'est-ce qui reste de cette première étoile en Italie ? Si tu as, Federico, tu veux commencer les débats entre Italiens. Je pense que les arbitrages ont été assez favorables pour l'Italie, même si nous ne pouvons pas témoigner car personne. On n'était pas là. Voilà. On n'était pas là. On est trop jeunes. On peut dire sans doute que l'équipe italienne des années 30 a été très forte parce qu'il a gagné aussi les Jeux Olympiques en Berlin et surtout la successive Coupe du Monde en 1938. Il démontre que l'équipe italienne était techniquement assez forte, même si, bien sûr, en Italie, il faut que l'Italie gagne la Coupe du Monde pour la gloire de Mussolini, pour la gloire du fascisme. Il a finalement gagné. Mais au contraire, en France, il a gagné la Coupe du Monde en jouant en France surcoté par un public hostile. Même les Italiens exilés en France parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fascisme. On peut dire qu'il y a une division, voilà, entre le fait que l'Italie, à ce moment-là, représentait vraiment Mussolini. Donc, aussi, s'il y avait des Italiens exilés, voilà, ils n'allaient pas supporter leur équipe nationale parce que pour eux, c'était pas l'Italie telle qu'elle, mais ils représentaient l'image de Mussolini. Par exemple, avant les matchs, les Italiens ont fait les saluts fascistes. C'est quelque chose que les exilés ne toléraient pas. Donc, l'atmosphère, c'est très curieux que l'Italie a gagné 2 Coupes du Monde. La première dans les années 30, la première dans une ambiance très favorable et la deuxième dans une ambiance très hostile. C'est parce que vraiment, quand même, les régimes fascistes,
il avait pris à travers les sports. C'était un peu par l'image de la Grèce, de Rome, voilà, d'avancer cette culture sportive qui c'était une sorte de message. Donc, sûrement pour la première victoire, il a aidé. Mais comme disait Federico, l'Italie était déjà forte par elle-même. Il n'aurait pas besoin peut-être des aides, surtout parce qu'il a démontré 4 ans plus tard d'avoir gagné dans un contexte totalement opposé. Mais malheureusement, ça reste un peu, je ne veux pas dire comme une tâche, parce que au-delà du fait que oui, les joueurs ils étaient obligés de faire la salutation romaine, parce que tout était encadré de façon très forcée. Les gens, ils pouvaient pas s'opposer. Donc, ils étaient peut-être, on ne sait pas qui était vraiment pour ou contre, mais ils amenaient un message qui était loin du vrai contexte du sport. Ouais, et puis je crois aussi que pour la première Coupe du Monde, si les joueurs ne gagnaient pas, il y avait Mussolini qui était passé dans leur vestiaire et qui avait dit bah, c'est la victoire ou la mort. Enfin, peut-être pas la mort, mais au moins ça aurait été la prison, quoi. Donc c'est vrai qu'ils avaient aussi pas trop le choix. Une fois qu'ils étaient arrivés en finale, ils pouvaient pas, entre guillemets, perdre après avoir fait tout ce chemin-là, c'est parce que c'était sinon la prison pour eux. Les confinements, c'était quelque chose de très... Ouais. Et ça arrivait très souvent dans les îles. Bon, on avance, on change de mondial et on change de situation tendue parce qu'on passe au mondial des 86 avec Maradona qui venge l'Argentine contre l'Angleterre. Un but qui a fait l'histoire, mais avec une histoire importante derrière parce qu'on s'est référé à la guerre des Falklands ou Islas Malvinas en Argentine, qui avait vu quelques années plus tôt les deux pays s'affronter avec les armées militaires, Kevin. Oui, tout à fait. Ce match a eu lieu durant la Coupe du Monde 86, mais 4 années avant, il y a eu un conflit militaire entre l'Argentine et le Royaume-Uni autour des Malouines. Donc les Malouines, c'est une petite archipel d'îles qui sont dans l'océan Atlantique au large des côtes argentines. Et bien que ce soit pas très loin de l'Argentine, c'est un territoire britannique depuis le 19e siècle, de par sa position stratégique. Et depuis le 19e siècle, bah, l'Argentine revendique ce territoire, sauf que bah, le Royaume-Uni, eux, ils veulent préserver ce territoire qui est quand même une belle porte d'entrée vers notamment qui est Antarctique. Et donc, à partir de la fin des années 70 et début des années 80, l'Argentine est gouvernée par des juntes militaires. Notamment, bah, on aurait pu aussi en parler, c'est la fameuse Coupe du Monde 78 qui est instrumentalisée par le général Videla en Argentine, là encore pour mettre en avant son pouvoir politique. Et donc la junte militaire est toujours au pouvoir, le pays va mal, il y a un fort taux d'inflation, il y a beaucoup de pauvreté. Et donc la junte militaire, pour entre guillemets se sauver et éviter des émeutes, elle va brandir le drapeau du nationalisme et dire on va créer une Argentine bicontinentale. Et pour ce faire, on va récupérer les Malouines. Et les Malouines, dans l'imaginaire argentin, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un territoire, entre guillemets, qui a été volé par le Royaume-Uni. Et donc, bah, la junte militaire attaque les Malouines en 1982. Et ils se disaient qu'entre guillemets, vu qu'ils étaient alliés des États-Unis et vu que le Royaume-Uni avait des problèmes avec des manifestations par rapport aux mineurs, que Margaret Thatcher, la première ministre de l'époque, n'allait pas réagir. Et elle a réagi. Et ils ont réagi vite. Et en moins de 2 mois, bah, le Royaume-Uni a défait l'Argentine. Et donc, il y a toujours eu ce contexte politique fort entre l'Argentine et le Royaume-Uni depuis. Et donc, après, il y a ce fameux match 1986 avec Maradona qui a toujours en tête que le Royaume-Uni, que l'Angleterre a tué des soldats argentins et que depuis, il n'y a pas eu vengeance. Donc, c'est dans ce contexte-là que va se dérouler ce match avec cette idée que l'Argentine veut se venger de l'Angleterre, en sachant qu'en plus, il y avait un précédent sportif avec la Coupe du Monde 66 où là aussi, il y avait eu un match entre l'Argentine et l'Angleterre. L'Angleterre avait gagné chez elle en plus, avec des soupçons encore de favoritisme au niveau de l'arbitrage. Et bah, ça avait été resté aussi à l'époque, donc il y avait un double contexte à la fois politique et sportif autour de ce match. Et après, bon, on connaît le match et les 2 fameux buts de Maradona, l'un un peu de la triche, l'autre du génie. Et puis le fameux titre après que Maradona a un petit peu vengé la guerre des Malouines par la suite. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Federico. Pour mettre un peu plus de contexte sportif, pour la guerre de Falkland et Malvinas, a créé une tension entre Angleterre et Argentine en foot même avant la Coupe du Monde. Parce que, par exemple, Tottenham
avait signé en 1979 deux joueurs argentins comme Osvaldo Ardiles et Villa. Ces deux joueurs, quand la guerre de Falkland a commencé, ils jouent pour Tottenham et le Royaume-Uni a suspendu tous les permis de travail pour les gens d'Argentine à quel moment. Donc, Osvaldo Ardiles a été obligé à jouer en France pour être prêté au Paris Saint-Germain pour une saison. Mais au contraire, Villa, en raison de ses italiens héritages, a obtenu un passeport, un papier italien, pouvait rester en Royaume-Uni. Mais l'histoire de ces deux joueurs était très emblématique de la situation. Avant la Coupe du Monde, il explique aussi pourquoi, même pour le foot, il a été un match si spécial. Pour terminer, un quatrième exemple, plus près de nous dans le temps et géographiquement, la Coupe du Monde 1998, donc disputée en France, avec un match États-Unis-Iran qui a eu lieu le 21 juin à Lyon. Alors, la paix, le temps de match de football. On a tous l'image en tête de cette photo avec les deux équipes avant le coup d'envoi. C'était une première sportive et diplomatique entre les deux pays qui était en froid depuis la révolution de 1979 et l'occupation de l'ambassade américaine de Téhéran. Et Kevin, un contexte tendu qui était toujours bien présent en 98 lors de cette rencontre. Oui, un contexte toujours bien présent. Après, c'est vrai que le tirage au sort a mis l'Iran et les États-Unis dans le même groupe. Et après ce match-là, bien vu que les relations commençaient un petit peu à s'ouvrir entre les États-Unis et l'Iran, ça a été utilisé par les deux pouvoirs politiques en place pour se dire est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'illustrer un petit peu cette reprise des relations diplomatiques, comme tu l'as évoqué, Cédric, après la rupture des relations suite à la révolution islamique d'Iran en 79. Et donc, ouais, effectivement, à Gerland, durant la Coupe du Monde, il y a ces fameux échanges de bouquets entre les deux capitaines. C'est aussi un peu le match David contre Goliath, parce que c'est la grande puissance américaine contre entre guillemets, l'État qui résiste depuis quelques décennies aux États-Unis. Et finalement, contre toute attente, c'est l'Iran qui va remporter ce match 2-1. Donc là, c'est vrai que c'est un match important pour l'Iran qui, en gros, vainc les États-Unis sur ces terrains sportifs. Mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'avant tout, c'était un match qui a été scénarisé pour montrer qu'en gros, ça allait mieux entre les deux pays. Et l'Iran, donc, qui s'était imposé 2-1, sa première victoire en Coupe du Monde. Federico, tu veux compléter ? Oui, on pourrait dire qu'en 1998, le foot en USA n'était pas si populaire comme il est aujourd'hui. Même au contraire, le foot en Iran, c'est toujours le sport le plus populaire avec le derby de Téhéran, avec l'équipe nationale. Dans ce match, il s'agit aussi d'une carnavalisation, pas par l'équipe, mais par les supporters, par les tifosi. Et l'ordre normal, il est changé pour une nuit. Et par exemple, les femmes, on ne peut pas aller voir le match au stadion, par exemple, mais elles peuvent célébrer la victoire dans les rues. C'est quelque chose que nous associons usuellement au Brésil, cette chose de carnavalisation, mais cette fois au Iran aussi, parce que l'ordre normal de la situation, il est changé pour une nuit de fête, même dans un pays avec des normes de loi très, très sévères, très, très strictes. On est arrivé à la fin de ces podcasts dédiés à la géopolitique et les influences dans les Coupes du Monde. C'était encore une fois très enrichissant et donc on veut remercier Federico, producteur exécutif chez DAZN, et clairement Kevin qui on le retrouve sur Football Club Géopolitique. Merci à vous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci, à bientôt. Grande salvataggio di Guerra, non è finita però, Lukaku la rimette, Lautaro! L'Inter è in vantaggio, Lautaro Martinez su assist di Romelu Lukaku. Lukaku può andare da solo, Lukaku punta l'area di rigore, sinistro! Romelu Lukaku mette anche la sua firma
3-0. Et après avoir salué nos amis, on passe à l'espresso de la semaine, Cédric. Et je te laisse commencer par ton analyse après les derbys milanais. Et oui, Valentina, c'était notre thème lors de notre dernier podcast la semaine dernière avec nos amis de Calcio Mio. D'ailleurs, on en profite pour féliciter François qui avait dit 3-0 pour l'Inter. Bravo à lui. Bravo François. Mathieu avait dit aussi victoire de l'Inter pour un petit peu chasser le mauvais œil par superstition. Bon, ça n'a pas marché pour son Milan, mais bon, en tout cas, on les remercie encore pour leur participation. C'était aussi notre premier direct d'après-match dimanche. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et à chaque fois, on a parlé de pessimisme chez les tifosi de l'Inter. Du coup, j'en ai fait l'édito de la semaine. Oui, les tifosi interistes sont pessimistes par nature. C'est dans l'ADN de l'Inter, comme ça, c'est comme la pazza Inter, la folie de l'Inter, c'est la même chose. Et donc, même après un succès 3-0 dans le derby, une place de leader avec 4 points d'avance, eh bien, il reste prudent à se demander à quel moment le Scudetto va être perdu. Bon, alors, vous le savez, j'ai une légère préférence pour les Nerazzurri. Alors, je vais le faire avec un maximum de lucidité et me mouiller un petit peu. Mais moi, je pense que le 19e Scudetto sera au rendez-vous fin mai. Donc, voilà, je prends les paris. Je vais être optimiste pour l'Inter cette saison, et malgré ce qui se passe un petit peu en dehors du terrain, les problèmes financiers, toutes ces choses-là, je pense que le titre est pour eux. Et là, je laisserai partir un autre jingle avec Pazza Inter Amala, si la régie se permet. Pazza Inter Amala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza Inter Amala. Et je reviens dans l'actualité parce que c'est lundi, au moment où on enregistre notre podcast, Gabriele Gravina était confirmée à la tête de la Federcalcio pour les prochaines 4 années. L'élection qui a vu la participation de 266 délégués sur 277 représentants des 4 ligues et des composants fédérales a donné les prix au président sortant avec les 73,45% des votes. Une victoire qui a démontré la puissance de Gravina après sa première partie et qui lui donnera la possibilité de terminer, comme il a dit, le travail. Son opposant, Sibylle, elle est retournée à la maison avec les 26,25% des votes. Et Gravina, d'ailleurs, qui avait précisé lors de sa campagne qu'il irait avec Mancini jusqu'en 2022 comme sélectionneur. Donc voilà, Mancini qui derrière a plus ou moins déjà annoncé qu'il retrouverait un club. Après donc cette parenthèse pour lui commençait en 2018 à la tête de la Nazionale. Et c'est terminé pour ce 22e numéro de la saison. On grandit, Cédric. N'hésitez pas à partager, donner votre avis, des idées, des sujets et d'inviter sur notre site calcioespresso.com et par mail à contact@calcioespresso.com. Et vous pouvez retrouver Calcio Espresso sur les principales plateformes de podcast comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon ou encore Apple Podcast et vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Et on vous attend aussi sur Clubhouse, le nouveau réseau social audio. D'ailleurs, on va créer un club, Valentina, et un réseau social assez addictif, tu trouves pas ? Oui, je passe mes journées désormais sous Clubhouse, comme beaucoup de gens ici en Italie. Non, mais au-delà de tout, je suis pas très foot dans Clubhouse, mais petit à petit, ça va venir. Je suis plutôt 20. Et c'est quelque chose peut-être... on va approfondir aussi sur Calcio Espresso, on va faire un numéro foot et vin. Et pourquoi pas. Et donc, vraiment, on vous attend parce que encore en France, c'est pas très développé. Et on est là justement pour les faire découvrir. Et vous pouvez nous écouter aussi sur Radio Grande Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches à 11h. La musique derrière nous est Jeans is the Daybreak. Bon, c'est fini. Et je t'envoie mes meilleures salutations pour cette semaine. C'était assez riche avec podcast, direct, Clubhouse. Et on s'agrandit à plein des invités. Mais nous, on reste toujours là. On ne change jamais. Exactement. Et puis, on vous attend
sur les différents réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un 23e numéro. Valentina, à bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao.